Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous propose de démarrer. Bienvenue à cette deuxième rencontre de l'économie circulaire organisée par la cellule de coordination de Circular Wallonia. Mon nom est Natacha Zuinen, je suis la coordinatrice de la direction du développement durable, une des deux équipes au secrétariat général et au service public de Wallonie Économie, Emploi, Recherche, chargée de la stratégie Circular Wallonia. Cette deuxième rencontre, comme vous le voyez, porte sur les nouveaux business models favorisant une économie plus circulaire. Aujourd'hui, avec nos intervenants, nous essaierons d'apporter des réponses à plusieurs questions. Tout d'abord, quels sont les différents types de business models aujourd'hui qui permettent d'encourager la transition vers une économie circulaire? Quels sont les freins à leur développement? Quels sont aussi les potentiels de ces nouveaux business models? Et quelles sont les politiques publiques qui facilitent leur mise en place, leur création? Et enfin, quels sont les dispositifs existants en Wallonie pour soutenir les acteurs économiques dans cette transition? Pour ce faire, ce matin, nous avons deux orateurs que déjà je remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Thomas Bowens, qui est professeur en économie circulaire à l'Université d'Édimbourg et qui rejoindra prochainement la Rotterdam School of Management. Il est aussi membre du Conseil de l'économie circulaire mis récemment en place en Wallonie et il nous parlera de ces nouveaux business models. Ensuite, nous aurons Anne Verreek, qui est membre du comité de direction de la Sowalfin et qui nous parlera des actions de soutien et des retours d'expérience de la Sowalfin dans le domaine de l'économie circulaire. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à Thomas Bowens pour une présentation d'environ 40 minutes autour de ces nouveaux business models de l'économie circulaire. Thomas, la parole est à toi. Déjà, merci pour ton intervention. Merci beaucoup Natacha pour cette introduction. Alors je vais partager mes slides. Voilà. Donc vous voyez bien les slides. Je vais les mettre en plein écran. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci donc Natacha pour cette introduction. Je vais juste mentionner aussi que je viens d'obtenir le financement pour un projet de recherche donc financé par le Conseil européen de la recherche sur des thèmes similaires. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous a envie de se lancer dans un doctorat, je vais prochainement publier, voilà, je vais prochainement recruter une équipe pour travailler sur des sujets connexes. Voilà. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici, même si c'est à distance. Le titre original de ma présentation était donc « Boucler la boucle grâce au nouveau business model circulaire » et j'ai rajouté « Réduire la boucle » pour des raisons qui, je l'espère, vont devenir claires durant cette présentation. Alors, voici un sommaire de mon exposé. Donc, je commencerai par une brève introduction dans laquelle je définirai les termes essentiels à ma présentation, notamment ceux de business model et d'économie circulaire. Ensuite, je passerai en revue les différents business models circulaires existants en les illustrant avec des exemples d'entreprises qui ont adopté ces business models. J'aborderai ensuite le changement vers un business model circulaire, comment adopter un business model circulaire. Puis, je parlerai des barrières à la mise en œuvre des business models circulaires et des interventions publiques pour les soutenir. Et enfin, je terminerai par une brève conclusion. Alors, qu'est-ce qu'un business model? En français, modèle d'affaires. Il existe de nombreuses définitions, mais une notion centrale et commune à la plupart de ces définitions est la notion de valeur. Cette valeur qui peut d'ailleurs être monétaire ou non monétaire, économique ou non économique. On peut ici distinguer trois dimensions essentielles d'un business model en relation à cette notion de valeur. La proposition de valeur, qui sont les raisons pour lesquelles
un client valorise l'offre d'une entreprise. Donc la proposition de valeur répond à la question pourquoi les clients achètent-ils un produit ou un service d'une entreprise particulière. La création et la fourniture de valeur désignent l'ensemble des activités qu'une entreprise développe pour créer, produire, vendre et livrer son offre aux clients. Donc, ça inclut les opérations de conception, de production, de distribution et de vente des produits et des services. Et la récupération de valeur, ça désigne en fait les sources de revenus de l'entreprise et les différentes manières dont l'entreprise monétise ses produits ou services. Donc, le business model, en fait, ça décrit l'ensemble des activités et l'interaction entre ces activités par lesquelles l'entreprise propose, crée, fournit et récupère de la valeur. Donc, si on prend un exemple très simple qu'on connaît tous, celui d'IKEA, qui n'est pas forcément circulaire, mais donc la proposition de valeur d'IKEA, c'est simplement de vendre des meubles qui ont une durée de vie de court à moyen terme, mais qui sont très bon marché et qui arrivent avec des instructions, on va dire, pour les nuls. La fourniture de valeur, dans le cas d'IKEA, c'est en fait le client qui vient chercher au magasin ou bien commande en ligne très facilement les meubles. Et le mécanisme de récupération de valeur pour IKEA, eh bien, c'est simplement de vendre à un prix un peu plus élevé le meuble que celui pour lequel le meuble a été acheté, un peu plus élevé que le prix de revient, ce qui est évidemment un mécanisme de récupération de valeur très simple. Et si vous avez déjà été chez IKEA, vous savez que à côté du business model central, eh bien, il y a d'autres business models, notamment de vendre de la nourriture. Donc, un business model peut en fait contenir plusieurs sous-business models qui ciblent le même segment de marché ou bien des segments totalement différents. Alors, qu'est-ce que l'économie circulaire? Il n'y a pas de définition universellement acceptée. Encore une fois, il y a une multitude de définitions. On pourrait passer des heures à discuter de comment définir l'économie circulaire. Mais pour les besoins de cette présentation, je prends celle de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, qui est beaucoup plus utilisé dans le monde francophone. Donc, selon l'ADEME, l'économie circulaire est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens ou services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à minimiser l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Bon, alors on pourrait évidemment donc discuter tous les termes de cette définition, mais je ne vais pas le faire ici. Alors, maximiser l'efficacité de l'utilisation des ressources, minimiser l'impact environnemental, c'est le but ultime de l'économie circulaire. Mais par quel mécanisme va-t-on atteindre ce but? De nouveau, il y a des tas de typologies, il y a une myriade de typologies, de stratégies d'économie circulaire. Je vous présente ici l'échelle de Lansing. Donc, c'est une de ces typologies qui est utilisée, qui est beaucoup utilisée également. L'échelle de Lansing, du nom du politicien néerlandais Ad Lansing, qui a déposé une motion en faveur de cette méthode auprès du Parlement néerlandais en 1979. Alors, cette échelle présente différentes stratégies, différents R, puisque toutes ces stratégies commencent par la lettre R: régénérer, refuser, réduire, réutiliser, recycler et récupérer l'énergie. Je vais passer en revue ces différentes stratégies de manière plus détaillée dans un instant. Pour l'instant, j'aimerais simplement souligner qu'il y a une hiérarchie en fait entre ces stratégies. Donc, selon cette hiérarchie, il faut préférer la stratégie supérieure à la stratégie inférieure. Donc, régénérer plutôt que refuser, refuser plutôt que réduire, réduire plutôt que réutiliser, réutiliser plutôt que recycler, etc. Donc, on voit ici que l'économie circulaire est loin de se limiter au simple recyclage des matériaux. En fait, le recyclage et la récupération d'énergie par incinération des déchets s'inscrivent toujours dans une large mesure dans la logique d'une économie linéaire, puisque ce sont des solutions en aval, en bout de circuit, qui ne répondent pas au problème de la
demande croissante d'énergie et de ressources vierges. En revanche, les stratégies supérieures, régénérer, refuser, réduire, réutiliser, etc., sont plus authentiquement circulaires puisqu'elles cherchent à minimiser à la fois la production de déchets et la consommation de ressources et d'énergie. Alors, si on croise cette échelle de Lansing avec cette notion de business model que j'ai introduit juste avant, eh bien, on obtient cette définition de business model circulaire. Les business models circulaires sont des business models qui régénèrent les services écosystémiques ou qui refusent, réduisent, réutilisent, recyclent ou récupèrent les flux d'énergie et de matériaux afin de réduire les intrants de ressources dans un système organisationnel, dans une entreprise, et les sortants de déchets et de pollution hors de ce système. Alors, j'ai parlé aussi de cette notion de valeur. Une distinction importante entre des business models conventionnels et les business models circulaires, c'est que dans le cas des business models circulaires, cette notion de valeur n'est pas seulement économique ou même monétaire, mais également sociale et environnementale et peut prendre des formes non monétaires. Alors, passons maintenant en revue de manière un petit peu plus détaillée en fait ces différents business models circulaires. Je vais commencer par régénérer. Régénérer en fait désigne toutes les stratégies qui visent à maintenir et accroître la fourniture de services écosystémiques biologiques, c'est-à-dire les bénéfices fournis à la société par les écosystèmes naturels. Par exemple, grâce à l'agriculture urbaine, aux infrastructures végétales ou à l'aquaponie, qui est en fait un système de production alimentaire qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Alors, prenons un exemple. J'ai pris ici l'exemple de l'entreprise de Duck Doctors, qui est une entreprise fondée en 2009 à Amsterdam. Et la proposition de valeur de cette entreprise, c'est vraiment de concevoir et transformer des toits inutilisés en toits verts, en toits végétaux, multifonctionnels, qui en fait prolongent la durée de vie des toits et qui réduisent les besoins énergétiques des bâtiments et les coûts liés aux pluies fluviales. Donc, on peut réutiliser les ressources du bâtiment, les eaux pluviales, la chaleur, les matières organiques. On peut les réutiliser, par exemple, pour faire de l'agriculture sur les toits ou intégrer au bâtiment. Il y a divers autres bénéfices environnementaux, par exemple l'amélioration de la qualité de l'air, l'amélioration de la biodiversité, la réduction des risques d'inondation, etc. Alors, après régénérer, nous avons refusé qui désigne en fait toutes les stratégies pour inspirer les consommateurs à ne pas surconsommer ou ne pas consommer du tout en modérant les ventes. Donc, par exemple, en n'offrant pas de prix réduits ou en décourageant activement les ventes et du même coup stimuler l'autosuffisance des consommateurs. Alors ça paraît un petit peu paradoxal, mais je vais vous donner un exemple tout de suite pour comprendre un peu cette logique. Et donc c'est l'exemple de Toddy, qui est une firme néerlandaise également, qui fabrique des couches pour bébés, réutilisables et biobasées, mais Toddy aide également les parents et leurs bébés à abandonner les couches le plus vite possible en proposant des formations pour apprendre au bébé, à l'enfant, à être propre plus vite. Et donc l'idée, c'est vraiment de minimiser l'empreinte matérielle par client. Et vous pouvez voir ici la logique de la stratégie refusée à l'œuvre, puisque Toddy a délibérément mis en place une méthode pour vendre moins de couches et au bout du compte produire moins de déchets. Alors, après cette stratégie refusée, on a réduire. Réduire qui désigne toutes les stratégies qui consistent à concevoir et fabriquer les produits de manière à minimiser leur impact sur l'environnement,
avec des processus de production moins gourmands en ressources ou moins énergivores, des designs qui facilitent la réparation ou le recyclage. Donc, si on ne peut pas refuser les flux de matière et d'énergie, il faut au moins concevoir les produits de manière à minimiser leur impact environnemental. Et je prends ici l'exemple d'Interface, qui est le plus grand fabricant mondial de tapis modulaires avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Et Interface illustre cette logique de la stratégie réduire, puisqu'en 1994, l'entreprise a lancé le programme Mission Zéro pour réduire ou éliminer tous les impacts sur l'environnement d'Interface en 2020. Donc, en tout cas, tendre à ce but. Donc, par rapport à 1996, l'entreprise a atteint une réduction de 94% des déchets envoyés en décharge, par exemple. Une économie de la consommation en eau de 83%, etc., etc. Donc, la moquette ou le tapis est conçu sans produits toxiques de façon à être facilement recyclable et les matériaux utilisés sont sélectionnés afin d'être réutilisables. Un autre exemple de cette stratégie réduire. En fait, la stratégie réduire comprend également toutes les stratégies qui permettent une utilisation plus intensive des biens grâce à leur usage partagé par plusieurs clients, successifs ou simultanés. Par exemple, le covoiturage ou lorsque vous prêtez votre perceuse à votre voisin pour qu'il évite d'en acheter une. Et ici, je voudrais prendre l'exemple de Mudjeans, qui est en fait l'idée de l'économie de la fonctionnalité appliquée aux vêtements. Donc, les clients de Mudjeans louent leurs jeans plutôt que d'en devenir propriétaires. Et Mudjeans propose alors aux clients, après une période de 1 an, d'échanger ces jeans pour une autre paire, de les retourner pour être recyclés ou bien de les conserver. Et donc, le contrat de location comprend des services de réparation des jeans gratuits et illimités. Alors, après, on a réutilisé qui, en fait, vise à allonger la durée d'usage du produit. Donc, ça inclut, par exemple, toute la consigne et la réutilisation des bouteilles en verre, l'achat de matériel et de produits de seconde main, toutes les stratégies de maintenance, de réparation et de remise en état. Et ici, j'aimerais prendre l'exemple de Rootsbike, qui est une entreprise basée à Amsterdam, fondée en 2011, et qui remet à neuf des vélos. Et notamment les vélos qui sont mis au rebut par l'OVFIT, c'est-à-dire le service de location de vélos de la compagnie de chemin de fer néerlandaise. Et donc, Rootsbike transforme les vélos usagés et les remet à neuf en réutilisant 70% des matériaux d'origine. C'est aussi une entreprise sociale puisqu'elle embauche des personnes exclues du marché du travail et donc leur fournit une formation et une expérience de travail. Alors, nous avons après recyclé qui concerne toutes les techniques de traitement et de valorisation des déchets pour réintroduire ces déchets en tout ou en partie dans un nouveau cycle de production pour obtenir une qualité de matériaux identique, ce qu'on appelle l'upcycling, ou bien inférieure, ce qu'on appelle le downcycling. Ici, je prends l'exemple de Roterzwam, qui est une entreprise basée à Rotterdam qui cultive des pleurotes à partir de mares de café. Hein, donc, les Pays-Bas, comme la Belgique, sont des pays où on consomme énormément de café et il y a des tonnes et des tonnes de mares de café qui finissent incinérées ou bien mises en décharge. Et donc, Roterzwam collecte le marc de café pour l'utiliser comme substrat pour cultiver des champignons et vend ces champignons à des restaurants locaux. L'entreprise est également rémunérée pour collecter le marc de café et pour aider à la diffusion de ce business model en proposant des formations à d'autres entrepreneurs qui voudraient lancer ce même business model dans d'autres régions du pays. Et puis finalement, on a récupéré l'énergie qui est simplement incinérer les déchets avec récupération de l'énergie qui est ainsi générée. Et ici, je prends l'exemple de Broodnodig, qui est une entreprise également basée à Rotterdam, qui collecte le vieux pain dans la ville et utilise un procédé de fermentation pour transformer ce vieux pain en biogaz qu'elle revend après aux boulangeries de Rotterdam pour boucler la boucle au final, puisque les boulangers peuvent chauffer leur four à gaz en utilisant le biogaz ainsi produit.
Voilà, alors voici pour un tour bref de ces business models circulaires. Mais alors comment devient-on circulaire? Comment adopte-t-on un business model circulaire? Alors ici, j'aimerais souligner que les exemples que je viens de donner, en fait, tentent en réalité de combiner diverses stratégies et essaye d'elle-même boucler et de réduire la boucle matérielle et énergétique autant que possible, mais de manière cohérente et holistique. Donc, il ne s'agit pas d'ajouter une mesure par-ci, une mesure par-là. Un business model peut être qualifié de circulaire si l'ensemble de ces stratégies mises en œuvre forment un tout cohérent. Il serait d'ailleurs plus précis de parler de business model plus circulaire, puisqu'en fait, une entreprise n'est pas une entité fermée sur elle-même, elle interagit avec énormément d'acteurs dans un vaste réseau de valeurs. Hein. Par exemple, la plupart des entreprises qu'on pourrait qualifier de circulaires aujourd'hui forment en fait une toute petite partie, une toute petite étape dans un flux de matière beaucoup plus vaste. Vous connaissez peut-être les smartphones Fairphone qui facilitent la réparation des smartphones par les usagers eux-mêmes. L'entreprise Fairphone essaye de faire un maximum pour rendre ces smartphones écologiquement et socialement soutenables, mais en fin de compte, l'entreprise dépend de la responsabilité de ses fournisseurs, par exemple pour se procurer le cobalt dont elle a besoin pour ses smartphones en République démocratique du Congo et pour assembler ses téléphones en Chine. Donc voilà, quand on dit business model circulaire, en fait, il ne faudrait pas prendre comme unité d'analyse l'entreprise, mais la chaîne de valeur plus vaste. Alors, l'échelle de Lansing que je viens de présenter offre des principes généraux pour mettre en œuvre l'économie circulaire dans les entreprises, mais c'est évidemment, cette mise en œuvre va également dépendre d'énormément de facteurs, notamment des attributs spécifiques et des objectifs spécifiques des entreprises particulières. Par exemple, si l'entreprise fournit des services ou des biens matériels, ça va évidemment influencer la manière dont les stratégies circulaires peuvent être mises en œuvre. Ça va également dépendre du fait de savoir si l'entreprise utilise des matériaux biotiques, c'est-à-dire provenant d'organismes vivants, ou abiotiques. Si l'entreprise fabrique des biens de consommation de courte durée, par exemple des articles textiles, des smartphones, ou bien des produits relativement à plus longue durée de vie, par exemple des bâtiments. Et ça va dépendre également des objectifs que se fixe l'entreprise au niveau économique, social et environnemental. Alors, je n'ai pas le temps de développer tous ces facteurs, toutes ces distinctions. J'aimerais simplement ici souligner ou mettre en évidence une distinction qui est importante et qui est à faire entre les startups et les firmes établies. En fait, les points forts et les points faibles des startups pour mettre en œuvre ces stratégies circulaires sont en quelque sorte les parfaits opposés des avantages ou des points forts et des points faibles des firmes déjà établies, puisque les startups, elles peuvent développer un business model circulaire à partir de zéro. Et il est donc plus facile pour les startups de développer des innovations radicales qui viennent vraiment en rupture par rapport aux pratiques conventionnelles, aux pratiques établies. Mais par contre, les startups manquent souvent des ressources nécessaires et de la légitimité nécessaire pour survivre sur le marché. C'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de startups qui ne parviennent pas à survivre dans le long terme. Et d'un autre côté, si l'on prend le cas d'une firme déjà établie, avec un business model déjà établi, eh bien, l'entreprise possède généralement déjà des ressources financières et des ressources en termes de légitimité pour mener un changement d'envergure et même au-delà de l'entreprise, au niveau de l'industrie en général. Mais il y a aussi, d'un autre côté, une inertie organisationnelle dans le business model, puisque l'entreprise a déjà
une ligne de produits existante, elle a déjà fait des investissements dans le passé, elle a déjà des investisseurs qui ont certaines attentes. Tout ça est très difficile à changer. Et donc, par exemple, un résultat de notre recherche sur les startups circulaires aux Pays-Bas montre cette distinction de manière assez éloquente, puisque on voit que les startups circulaires développent des stratégies de circularité plus ambitieuses, plus élevées dans la hiérarchie de l'ANSYNC que les firmes établies. Donc, on a comparé ici les stratégies circulaires développées par des startups et des firmes établies. Et on voit que en fait, les startups circulaires sont actives dans les stratégies régénérer, réduire, tandis que les firmes établies proposent plutôt des solutions en fin de vie, donc des programmes de recyclage, de récupération d'énergie. Une note importante, néanmoins, c'est que les firmes établies sont plus fortement représentées dans la stratégie réutilisation par rapport aux startups, et ça s'explique en fait par le fait que les entreprises établies sont mieux positionnées que les startups pour mettre en œuvre des systèmes de logistique inversés qui permettent aux entreprises de collecter les produits en fin de vie pour leur donner un second cycle de réutilisation. Alors, maintenant, j'aimerais aborder les barrières à la mise en œuvre des business models circulaires. Bauman et d'autres auteurs qui ne sont pas spécifiquement liés à l'économie circulaire ont discuté dès le début des années 2000 du fait que la façon dont les entreprises s'engagent dans certains domaines, par exemple l'économie circulaire, est liée non seulement à leurs propres attributs, mais aussi à l'environnement de l'entreprise, qui est difficile à changer. Donc, toutes les parties concernées dans cet environnement ont leurs intérêts propres. Que ce soit les unités opérationnelles de l'entreprise, l'ingénieur, le partenaire ingénieur de l'entreprise, en passant par toutes les parties prenantes dans l'environnement, les médias, les universités, les législateurs, etc. Et pour pouvoir intégrer une utilisation plus durable des ressources et de l'énergie, une entreprise a besoin non seulement d'un bon business model, mais elle doit aussi être capable de mettre en œuvre des pratiques de gestion du changement au sein des départements de l'entreprise, mais pour accompagner les employés, par exemple, mais aussi dans l'environnement plus large. Et ça, c'est très difficile à changer. Donc ça, c'est déjà une barrière importante, c'est cette vision systémique qu'il faut adopter. Et d'ailleurs, donc voilà, dans la théorie de l'entreprise, on avait l'habitude de penser en silo, en se focalisant sur les unités opérationnelles de l'entreprise. Puis cette vision s'est élargie à un réseau de parties prenantes autour de l'entreprise, mais cette vision n'est plus exacte puisque les entreprises doivent réaliser qu'elles font partie d'un véritable écosystème, qu'elles doivent développer différents types de business models dans cet écosystème et qu'elles sont partenaires, elles sont un partenaire important dans un réseau de valeur plus large. Et c'est sur cette base qu'elles devraient faire leur choix de modèle, de business model, peut-être aussi de la manière dont elles définissent la valeur dans un sens le plus profond. Donc voilà, les business models circulaires ne se produisent pas au sein d'une seule entreprise, mais impliquent des nouvelles formes de collaboration et impliquent une vision davantage en termes d'écosystème plutôt que de firmes individuelles. Alors, dans cet écosystème, il y a des barrières de différentes natures. Il y a des barrières, des barrières à la mise en œuvre de business models plus circulaires. Il y a des barrières d'abord culturelles, par exemple une culture d'entreprise hésitante, une volonté limitée de collaborer avec d'autres acteurs dans la chaîne de valeur, un manque d'intérêt manifesté par les consommateurs pour les produits et les services circulaires, etc. Il y a des barrières régulatoires, par exemple les lois et les régulations qui font obstacle aux pratiques circulaires. Il y a certaines réglementations sur les déchets qui peuvent entraver en fait les initiatives circulaires visant à utiliser les produits dérivés d'un processus de production comme intrants pour le développement de nouveaux produits, puisque ces ressources sont classées comme déchets et donc sont impropres à la production.
Il y a des barrières économiques et une barrière en particulier économique importante, c'est évidemment le coût relativement bas des matières premières vierges par rapport aux matériaux recyclés ou réutilisés, des prix bas, notamment qui ont notamment une cause artificielle, puisque, par exemple, les énergies fossiles continuent d'être subsidiées de manière assez massive par les gouvernements à travers le monde. Donc, c'est une barrière en partie artificielle. Et donc, il est difficile pour les entreprises, et en particulier pour les startups qui généralement manquent de ressources, de présenter un argument commercial autour de produits recyclés ou réutilisés. Il y a des barrières techniques, par exemple l'usage encore restreint de design circulaire qui encourage la réutilisation, la réparabilité, la recyclabilité des matériaux. Alors ici, ce que la figure veut dire, c'est en fait que les barrières sont souvent enchevêtrées les unes dans les autres. Par exemple, le faible prix des matières premières vierges peut être la cause d'un intérêt faible des consommateurs qui jugent les produits circulaires trop chers par rapport aux produits conventionnels, ce qui crée par mécanisme de réaction en chaîne, une culture d'entreprise hésitante chez les producteurs. Et donc la bonne nouvelle, évidemment, c'est que selon ce modèle, une mesure judicieuse permettrait de surmonter plusieurs barrières à la fois grâce à un mécanisme de réaction en chaîne. Voilà, alors on peut donc maintenant aborder les interventions publiques pour soutenir ces business models circulaires. Alors je ne vais pas ici donner une liste des mesures possibles, il y en a beaucoup, mais plutôt décrire des principes généraux qui devraient, selon moi, présider à l'élaboration d'une politique cohérente et efficace en termes d'économie circulaire. Tout d'abord, adopter une approche de cycle de vie des produits. Donc, l'idée est ici de ne pas se focaliser sur la fin de vie des produits, mais de concevoir des politiques publiques qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des produits, de leur conception à leur fin de vie, en passant par leur usage. On peut par exemple promouvoir des politiques de réutilisation, de réparation, de remise à neuf, par exemple en rendant obligatoire le design circulaire des produits. On peut promouvoir les business models circulaires par les commandes publiques et par l'intégration obligatoire de critères circulaires dans les commandes publiques. On peut également mettre en œuvre des politiques d'amélioration des marchés des matériaux secondaires avec des mécanismes de certification, des mécanismes de garantie de qualité et de provenance des matériaux, etc. Il me paraît aussi important de mettre en place des réglementations, des normes contraignantes en matière de réduction de l'empreinte écologique pour fixer le cadre dans lequel les entreprises peuvent développer leur activité économique. Alors, deuxième principe, c'est adopter une approche systémique. Les mesures politiques prises individuellement peuvent avoir des effets bénéfiques, mais ces effets peuvent être décuplés si chaque mesure est combinée avec une autre mesure à un stade différent du cycle de vie des produits. L'objectif de cette approche systémique, c'est vraiment de renforcer les synergies entre les mesures qui augmenteraient finalement l'efficacité de l'utilisation des ressources dans toutes les étapes du cycle de vie. Par exemple, les règles de responsabilité étendue des producteurs encouragent la collecte et le recyclage des déchets, mais elles ne parviennent pas à induire des changements nécessaires dans le design des produits pour augmenter le volume, la qualité et l'efficacité du recyclage. Et en outre, ces règles ne sont pas adéquates pour intégrer les stratégies supérieures, telles que régénérer, refuser, réduire, réutiliser. Et donc, il faudrait réformer ces règles pour pouvoir intégrer ces stratégies supérieures, et il faudrait combiner ces règles avec des règles de design circulaire obligatoire pour avoir un package d'intervention publique efficace. Alors, adopter une vision multiniveau
Eh bien, ça, c'est l'idée que des interventions politiques sont nécessaires à différents niveaux, des niveaux locaux, régionaux, au niveau nationaux et internationaux. Par exemple, les entreprises au niveau local et régional qui intègrent déjà les principes de l'économie circulaire dans leur business model ont besoin d'une aide suffisante de la part de l'environnement politique dans lequel elles opèrent pour passer à l'échelle supérieure et être en mesure d'être compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux. Et finalement, la dimension sociale, c'est bien souvent le parent pauvre de l'économie circulaire. La transition vers une économie circulaire doit être également socialement juste. Par exemple, la fiscalité est un outil ici formidable. Elle peut être adaptée pour taxer de manière moindre les activités circulaires, taxer davantage les activités polluantes à forte consommation de ressources et d'énergie, et utiliser le produit de ces taxes, par exemple, pour soutenir économiquement les profils socio-économiques les plus fragiles. Les modèles d'économie sociale et solidaire doivent être également encouragés puisque, dans la sphère de l'économie circulaire, puisque ces modèles poursuivent explicitement des objectifs sociaux, par exemple l'accessibilité des produits et services circulaires pour tous les consommateurs, l'inclusion de tous les travailleurs dans les entreprises, etc. Voilà, et pour terminer cette réflexion, évidemment, j'ai beaucoup parlé du niveau microéconomique. Je voudrais quand même mentionner, même si je ne vais pas rentrer dans cette question ici, mais pour simplement stimuler un peu les discussions et la réflexion, le lien avec le niveau macroéconomique et poser un peu la question de la compatibilité d'une économie réellement circulaire avec une croissance économique continue. Ce graphique ici montre l'évolution du produit intérieur brut, c'est-à-dire la croissance économique en fait, et l'évolution de l'empreinte matérielle en pointillé, c'est-à-dire la quantité de matière consommée par l'économie globale. Donc ce qu'on voit, c'est que les deux courbes, évidemment, sont étroitement liées. Donc on entend souvent qu'on se dirige vers une dématérialisation de l'économie avec la digitalisation, etc. Mais en fait, au niveau global, on est quand même encore très loin de cette dématérialisation. Donc voilà, la question c'est est-il bien raisonnable de vouloir combiner une économie circulaire avec une croissance économique permanente, ou bien est-il temps de changer de tableau de bord macroéconomique? Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent, il y a beaucoup d'indicateurs alternatifs au PIB qui existent et qui peuvent nous aider pour changer de tableau de bord macroéconomique. Mais voilà, je ne rentre pas dans cette question ici. J'en viens maintenant justement à ma conclusion. Avec 4 messages qui me paraissent importants, 4 messages clés de cette présentation. Tout d'abord, l'économie circulaire est loin de se limiter au recyclage de matière. Nous avons vu qu'il y a une panoplie de business models circulaires qui existent et qui passent par régénérer les écosystèmes, refuser les flux de matériaux et énergétiques, réduire, réutiliser. Deuxième message clé, les business models circulaires nécessitent une vision holistique. Donc, idéalement, ce n'est pas seulement ajouter voilà, une mesure ici, une mesure là, mais donc s'engager de manière holistique dans une vision circulaire. Troisième message clé, nous avons besoin d'intervention publique systémique, multiniveau et qui couvre l'entièreté du cycle de vie des produits. Et puis finalement, quatrième message clé, la transition vers une économie circulaire doit être socialement juste. Il faut combiner les mesures environnementales, les mesures pour une circularité plus élevée avec des mesures en faveur de la justice sociale. Voilà. J'ai donc terminé cette présentation. Merci beaucoup de votre attention et je pense qu'on a quelques minutes pour quelques questions. Voilà. Oui, merci beaucoup Thomas pour cette présentation, je pense très éclairante et très pédagogique. Merci aussi de nous avoir emmenés dans les business models ou les modèles d'affaires des Pays-Bas. On a un petit peu voyagé grâce à ton intervention.
nous rappeler l'importance des partenariats aussi et cette vision systémique dans les modèles d'affaires circulaires. Alors, nous allons prendre des questions et donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans le chat. Les questions nous seront communiquées de manière à les partager tous ensemble. Je vous informe aussi que la session est enregistrée et que le lien vous sera distribué à la suite de cette réunion pour pouvoir réécouter ou partager ce moment d'échange aujourd'hui. Alors, nous avons une question qui nous est posée par une personne de chez Graines de Malice et qui, je pense, rebondit sur un élément de ta présentation. La question est la suivante, ou c'est plutôt un constat. Il est intéressant de constater que toutes les initiatives durables et innovantes, y compris celles de l'économie circulaire, sont toujours évaluées avec les critères traditionnels de l'économie de marché, par essence inadaptés pour prendre en compte les bénéfices de l'économie circulaire. En effet, les coûts de remplacement des ressources naturelles ne sont pas pris en compte, de même que les impacts des activités sur l'environnement, et ce ne sont pas les certificats carbone qui apportent une réponse complète. Donc je pense que Thomas, tu as en effet mentionné la difficulté d'évaluer les modèles d'affaires circulaires à l'aune uniquement de leur dimension économique. Est-ce que tu peux peut-être partager des connaissances sur d'autres outils qui permettraient d'avoir une évaluation plus globale des bénéfices des modèles circulaires? Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est un problème, évidemment. La façon dont les activités économiques sont jaugées, au niveau macroéconomique, on a bien sûr toute une panoplie d'indicateurs alternatifs au PIB qui combinent des mesures économiques à des mesures sociales et environnementales. Donc, par exemple, l'empreinte écologique et des indicateurs d'inégalité sociale, etc. Et au niveau microéconomique, on a également des outils qui existent et qui permettent de mesurer de manière plus holistique les impacts sociaux et environnementaux des business models. Et oui, donc si je serais un plaisir d'en parler et aussi par email, je pourrais également envoyer quelques indicateurs qui existent à ce niveau-là. Est-ce que la tendance par rapport au reporting extra-financier qui va tout à fait compléter finalement les indicateurs économiques sur lesquels les entreprises rapportent régulièrement, va certainement aussi amener la capacité pour les entreprises de démontrer leur valeur sociétale et plus uniquement leur valeur économique à l'avenir, j'imagine? Oui, alors le redondance au niveau des entreprises de rapporter plus seulement leurs résultats financiers, mais aussi leurs résultats sociaux et environnementaux. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est ici vraiment le début, mais il faudrait, je pense, aller beaucoup plus loin pour ne pas que ce reporting ne soit qu'un instrument de greenwashing. Hein. Ça, c'est évidemment le risque. Mais voilà. Ouais, il y a encore beaucoup à faire, je pense, à ce niveau-là. Tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions-réponses. Est-ce que je ne me trompe pas? Voilà. Je vérifie pour être sûre. Ah, je ne les vois pas. Ah voilà, excusez-moi, je ne voyais pas les questions-réponses. Là, je les vois apparaître. Alors, j'en prends connaissance, mais j'ai un peu du mal à les voir dans le chat. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais prendre une question concernant la technosphère. Peut-on parler aussi de régénération, tout comme pour vous le suggérez pour la biosphère?
Excusez-moi les questions, j'essaye de comprendre, mais je ne sais pas, j'ai vraiment un souci, excusez-moi, pour lire correctement les réponses avec mon ordinateur. Donc je vais essayer de régler ça pendant la pause et peut-être revenir avec l'ensemble des questions-réponses après. Voilà, je vous reviens. Excusez-moi. Alors, je prends une question d'un consultant, si je comprends bien. Étant donné la complexité pour les entreprises établies de transformer brutalement leur business model vers un business model plus circulaire, est-ce que privilégier une adaptation incrémentale du business model est intéressant ou non? Sur quelle stratégie mettre la priorité? C'est toute la question de la transformation. Voilà. Est-ce que ça se fait de manière brutale ou est-ce que ça se fait de manière plutôt incrémentale? Qu'est-ce que vous conseillez? Ah, et ça, c'est délicat. Je pense qu'il y a des exemples d'entreprises qui ont pu mettre en place une stratégie assez radicale de transformation de leur business model. Je parle par exemple de l'entreprise danoise d'énergie renouvelable, dont le nom m'échappe maintenant, mais qui était donc une entreprise de production d'énergie fossile et qui, en 10 ans, a complètement transformé son business model vers le 100% énergie renouvelable. Et donc, je pense que dans une période relativement courte, il est possible, avec des mesures adéquate de prendre cette approche plus radicale de transformation des business models. Merci beaucoup. Je vais peut-être encore prendre une question. Selon vous, les initiatives européennes prises en matière d'économie circulaire en termes de financement et de législation sont-elles suffisamment favorables au développement de nouveaux modèles d'affaires en économie circulaire? Est-ce que à la fois le cap est suffisamment clair pour les entreprises, suffisamment ambitieux, et est-ce que les financements seront suffisants pour opérer cette transition? Il y a beaucoup de choses qui se font évidemment au niveau de l'Union européenne. Le problème, c'est que ça reste non contraignant. Donc, il y a beaucoup de recommandations pour les entreprises. Le problème, c'est que ça reste des recommandations, c'est pas contraignant, et donc il y a quand même un écart entre le discours au niveau de l'Union européenne. Il y a beaucoup de directives qui mettent qui donnent la direction, si vous voulez, mais au niveau de l'action, il n'y a encore pas assez, en tout cas, je pense. Et donc, voilà, par exemple, des mesures contraignantes en matière de marché public, en matière de recyclage obligatoire, etc. Il me semble que ça devrait être la direction vers laquelle il faudrait aller. Merci beaucoup Thomas. Voilà, nous gardons bien précieusement vos autres questions qu'on reprendra voilà, en fin de rencontre. Je propose maintenant de passer la parole à Anne Verrek de l'asso Alfin, qui voilà, va nous éclairer sur les réponses apportées par les pouvoirs publics wallons pour soutenir les entreprises dans leur financement et dans l'accompagnement qu'elles peuvent apporter, et aussi un petit retour d'expérience sur ce qui se passe en Wallonie. Anne, la parole est à toi. Merci beaucoup. Natacha, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui d'expliquer ce que nous développons au niveau de l'asso Alfin en matière de soutien aux entreprises, effectivement. Alors, j'élargirai le propos à la transition bas carbone et circulaire.
J'ai vraiment apprécié aussi l'exposé de Thomas Bowens parce que il prend à la fois de la hauteur, mais il nous éclaire aussi sur l'ensemble des enjeux et la complexité aussi du sujet, du point de vue de l'action aussi publique. Mais clairement, je pense qu'on peut se réjouir que des personnes de cette qualité participent au Conseil de l'économie circulaire, justement pour contribuer à la stratégie de circularité wallonne et aide aussi des acteurs comme les outils d'administration, les outils publics de financement notamment à finalement calibrer à la fois les incitants, mais aussi le contexte réglementaire pour ces développements. Voilà, je vais partager ma présentation. J'espère qu'elle est visible. Oui, c'est visible, il y a juste que... Voilà, j'espère qu'elle est en plein écran. Alors, je ferai, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, un petit détour institutionnel, bref, mais quand même pour expliquer ce que nous faisons et surtout les changements auxquels nous sommes amenés à contribuer dès le 1er janvier l'année prochaine et qui vont avoir aussi un impact justement sur la stratégie bas carbone et circulaire de la Wallonie. Donc aujourd'hui, la SOALFIN, qui est encore existante sous ce nom et pour quelques jours encore, est un groupe qui a évolué lui-même ces dernières années parce que d'un métier historique de financement des entreprises et singulièrement des PME, elle a évolué vers des métiers plus complets et complémentaires, de sorte qu'aujourd'hui, nous délivrons 4 types de services aux entreprises. C'est de l'orientation, c'est de la sensibilisation, c'est de l'accompagnement et c'est le financement, notre métier historique. C'est important de le présenter comme tel parce que nous sommes convaincus que, bien sûr, financer les entreprises, c'est important, mais il y a tout un travail en amont, et je pense que le sujet d'aujourd'hui est évidemment ne dément certainement pas cette obligation-là. Il y a tout un travail en amont d'information, de sensibilisation et d'accompagnement qui est absolument nécessaire pour aider les PME singulièrement, puisque c'est notre cible, à faire face à un certain nombre de défis et d'enjeux de transformation profonde. Alors aujourd'hui, et toujours aujourd'hui, nous nous présentons au travers de 6 départements qui suivent globalement la logique de vie d'une entreprise, mais pas que. Vous voyez bien la présentation en plein écran, j'ai une remarque là-dessus. Je poursuis. Oui, on voit bien, Annie, en tout cas, de notre côté, il n'y a pas de souci. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc il y a une organisation en fonction des stades de vie de l'entreprise, qu'elle se crée, qu'elle croisse, qu'elle se transmette, mais aussi des thématiques plus spécifiques comme l'innovation, l'internationalisation et l'éco-transition. Et pour chacun de ces départements, nous développons une stratégie qui repose à nouveau sur les 4 piliers que je viens d'évoquer, de l'orientation, de la sensibilisation, de l'accompagnement et des produits financiers adaptés. Pour faciliter aussi le parcours des entreprises, quelles qu'elles soient, qui se posent des questions mais qui ne savent pas toujours à qui s'adresser, nous avons développé un point de contact unique, guichet unique d'information destiné à ces entreprises, qui est le 1890, et qui vraiment oriente et apporte des réponses ou renvoie vers le service ad hoc, que la réponse soit chez nous ou qu'elle soit auprès d'un autre organisme régional, voire d'experts privés, voire d'acteurs au niveau plus fédéral. Alors, vous avez vu que dans les départements, il y a un pôle éco-transition, c'est celui aujourd'hui que je dirige, et c'est un des pôles peut-être les plus récents dans le paysage. Pourquoi? Parce que il s'est développé surtout, je dirais, dans les fin 2017,
parce qu'on se rendait bien compte qu'à nouveau, des métiers classiques de financement liés à la création d'activités, à la croissance, voire même à l'exportation, il y avait une dimension qui était de plus en plus présente sur ces enjeux de la transition énergétique bas carbone circulaire. J'expliquerai vers où nous allons aujourd'hui et dans les prochaines années, parce que c'est une thématique clairement qui va prendre de plus en plus d'ampleur et finalement sur un court laps de temps. Alors, et demain nous sommes nous franchirons un nouveau pas en tant qu'institution, puisque nous allons nous rapprocher et même fusionner avec deux autres outils économiques que sont la SOGEPA et la SRIW. La SRIW était plutôt orientée traditionnellement vers les grandes entreprises ou les PME à fort potentiel de croissance, la SOGEPA étant plutôt orientée entreprises en difficulté en retournement. Mais donc demain, nous aurons un seul guichet, une société NewCo, on n'a pas encore défini le nom, mais qui va mobiliser les équipes et regrouper les équipes, les expertises, développer des produits ou continuer à développer des produits d'accompagnement ad hoc, quel que soit le type d'entreprise, en matière d'accompagnement et aussi de financement. Nous allons évidemment mixer tout ce qui est service support. Et donc, ça va faire quand même une équipe assez solide qui va à la fois avoir des compétences techniques, mais aussi des compétences financières et qui, par ailleurs, coordonnera un réseau des 9 acteurs wallons que vous connaissez probablement, Invest locaux de financement de bilan qui resteront présents en Wallonie, mais que nous coordonnerons au niveau de la NewCo. Nous allons aussi continuer à coordonner des acteurs locaux d'accompagnement, essentiellement les centres européens d'entreprise et d'innovation, qui sont en contact direct des entreprises et avec lesquels nous travaillons au quotidien sur toutes les thématiques que je viens d'évoquer. Et notre cible, c'est vraiment tout type d'entreprise, mais y compris le porteur de projet. Et donc, pour vraiment faciliter la vie des entreprises, elles ont un point de contact, un point d'entrée, et après, à nous de nous organiser pour qu'elles trouvent le plus facilement possible, finalement, la réponse à ces besoins. Anne, je me permets de t'interrompre parce qu'en effet, on ne voit pas ta présentation en mode grand écran. On la voit en mode présentateur avec les deux slides les uns à côté des autres. Donc, est-ce que tu sais peut-être la repartager en mode plein écran? Alors, paramètres d'affichage. Comme ça ne change pas. Si je fais du basculer entre le mode présentateur et le diaporama, c'est peut-être ça, ça. je fais. Ça, tu as fait. Ça change quelque chose? En fait, nous, on ne voit pas ce que les participants voient, donc c'est la difficulté de ce Teams Live Event. J'attends de voir les retours et je te tiens au courant peut-être avant de reprendre la présentation. Est-ce qu'on sait si... sinon, on va continuer avec ce mode de présentation. Pas de retour? Je fais ça. Alors, je pense voilà, qu'il est préférable de te laisser continuer voilà, dans ce mode-là. Dans tous les cas, les slides sont lisibles, donc je préfère voilà, ne plus t'interrompre. Désolée. OK. Donc voilà comment en très très schématique, l'entité, enfin la NewCo demain se présentera. Il y a, mais qui va couvrir l'ensemble des besoins des entreprises, quelle que soit leur taille, une business unit accompagnement, sensibilisation qui va travailler sur un certain nombre de produits et faire évoluer les produits d'accompagnement. Ça, c'est la partie grise à gauche. Et à droite, vous avez la partie en bleu qui est essentiellement les métiers du financement. Mais vous voyez que, et à la demande explicite du gouvernement, une business unit dédicacée à la transition énergétique et circulaire sera mise en place. Elle mobilise les équipes, les 3 outils qui, d'une façon ou d'une autre, travaillent sur ces thématiques. Et donc va quand même constituer une des plus importantes en termes de nombre de personnes
business unit de la future structure. Important aussi, nous allons pouvoir nous appuyer sur une cellule de veille stratégique qui clairement, à la fois sur la collecte d'un certain nombre de données sur le comportement économique au niveau des entreprises, mais aussi avec une vision plus prospective, à pouvoir alimenter les politiques. Et donc, clairement, dans ce cadre-là, la stratégie de circularité pour les entreprises et les mesures que l'on peut déployer occupera probablement et certainement une place importante. Et nous, au niveau de la business unit transition énergétique et circulaire, serons là aussi pour alimenter la réflexion. Nous garderons ce guichet unique 1890 qui est ô combien précieux pour des entreprises qui ne savent pas toujours à qui s'adresser. Alors, cette business unit transition énergétique et circulaire, elle fera beaucoup de choses. Alors, je pense que précédemment, vous avez eu l'occasion d'avoir une présentation de nos collègues de la SRIW du programme NEXT. Demain, dans cette business unit, tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui vont pouvoir être regroupés. Et donc, l'objectif de cette business unit, c'est de tendre, en tout cas de contribuer à ce que nos entreprises et de façon générale l'économie wallonne soit la plus possible ou tendre le plus possible vers une économie neutre en carbone. Ça veut dire et avant tout travailler sur une utilisation plus rationnelle de l'énergie et des ressources naturelles. C'est aussi travailler sur un déploiement d'économie circulaire et corollaire de ça, soutenir l'éco-innovation dans tout ce qui est aussi usage plus parcimonieux des ressources. C'est aussi continuer à travailler sur des sources d'énergie renouvelable, le développement d'unités de production d'énergie renouvelable sur notre sol pour être de moins en moins dépendant de l'énergie importée. On voit aujourd'hui à quel point nous sommes fragiles aussi sur ces aspects-là, sans compter évidemment les impacts environnementaux. C'est soutenir aussi une industrie d'équipement qui est liée à la transition, c'est-à-dire faire de ces enjeux aussi des opportunités de développement économique, de redéploiement économique sur nos territoires. C'est aussi travailler notamment dans l'organisation du système énergétique au nouveau business model. Et clairement, le stockage fait partie aussi de l'équation pour le futur. C'est aussi travailler avec, et mobiliser les solutions numériques pour aller vers une gestion plus intelligente de l'énergie et des ressources. Donc, il y a évidemment beaucoup de chantiers qui sont liés à tous ces enjeux de transition bas carbone et circulaire. On doit être présent sur ces différents chantiers avec des solutions d'accompagnement, de mise en réseau et de financement appropriés. Donc là, on est déjà, avec l'ensemble de nos outils aujourd'hui, présents sur un certain nombre de ces thématiques. Alors, la réalité des entreprises aujourd'hui, je dirais singulièrement des PME. Donc aujourd'hui, je continue à avoir cette casquette SOALFIN. Hein, et clairement, depuis 2017, nous avons voulu développer un dispositif le plus simple possible, le plus, nous l'espérons, efficace possible pour soutenir les PME par rapport à des enjeux qui sont loin d'être évidents pour elles et auxquels elles font face et de plus en plus. Pourquoi est-ce que nous avons voulu cibler les PME? Parce que probablement que à l'époque, en tout cas je parle en 2017, dans le paysage des outils, je dirais, de soutien aux entreprises, les grandes entreprises, les plus grosses consommatrices avaient été ciblées en premier et, par exemple, étaient pour la plupart, avec leur fédération, entrées dans la politique des accords de branche, qui sont des conventions environnementales conclues entre elles et la région, pour lesquelles il y avait à la fois des audits approfondis, des plans d'action et des mesures incitatives à la clé. Par contre, les PME, dans leur diversité de taille, de secteur, et aussi au vu du nombre d'entreprises que ça représente, finalement ne bénéficiaient pas d'une approche cohérente, ou en tout cas avec un fil conducteur complet. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui on est arrivé au but, mais en tout cas on a construit, on a travaillé à un chemin, une logique d'intervention qui est là et qui doit être approfondie, améliorée, développée, notamment avec en articulation avec le secteur privé, les expertises privées,
et nos collègues aussi des autres organismes publics. Mais en tout cas, il y a un fil conducteur qui nous semble pertinent et qui aujourd'hui, compte tenu des retours que nous avons des entreprises et des PME singulièrement, nous encourage en tout cas à poursuivre dans cette voie-là. D'autant qu'aujourd'hui, la réalité des PME, elle les rattrape aussi parfois très brutalement, avec un certain nombre d'éléments. Je pense que ce ne sont pas des révélations, mais malgré tout, ça vaut la peine de les rappeler. C'est que, nous sommes tous frappés, mais les entreprises aussi, par l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation assez vertigineuse de l'augmentation des énergies, quelles qu'elles soient, avec des conséquences très directes pour les coûts de production des entreprises. Et donc, avec une prise de conscience, alors c'est au moins ce qui est salutaire dans cette crise, c'est que aujourd'hui, les PME sont retournées dans leur facture d'énergie, voire dans leur contrat, et se rendent compte que l'énergie est un pan important de leur coût de production. Et donc, il y a un vrai réveil, et elles se rendent compte aujourd'hui qu'il y a d'ailleurs même un peu panique à bord, qu'elles doivent agir pour s'émanciper au maximum à l'avenir de ce genre de choc. C'est non seulement une question de prix, mais c'est aussi, et peut-être plus grave encore, une question de sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire est-ce que demain, après-demain, on ne va pas finalement faire face à des coupures d'alimentation, des ruptures de stock, pour que ce soit l'électricité, le chauffage ou certains combustibles utiles dans le processus de production. Deuxième élément, c'est le changement climatique qui peut paraître parfois éloigné de la réalité des entreprises, mais qui la rattrape aussi. Inutile de rappeler évidemment les dégâts causés aux entreprises aussi, dans le cas notamment des inondations du mois de juillet dernier en Wallonie. C'est aussi, et M. Boens l'a dit, un cadre réglementaire qui se durcit, un cadre réglementaire singulièrement au niveau européen. C'est par exemple l'interdiction de l'usage de certains gaz fluorés dans les systèmes de froid. C'est des exigences, notamment au niveau de la qualité de l'eau, un prix de l'eau qui est aussi, qui inévitablement va augmenter. C'est aussi une réglementation qui évolue sur les déchets, mais c'est aussi une réglementation qui évolue sur le reporting, comme M. Boren l'a évoqué tout à l'heure. Alors, même si cette obligation de reporting, notamment sur les enjeux ESG, touche d'abord plutôt les grandes entreprises, par effet de cascade, les PME ne vont pas rester au balcon de ces exigences et de ces transformations. C'est aussi voilà, un environnement économique qui nous a rappelé, suite aux crises récentes et successives, qu'il est extrêmement fragile, vu l'importance des interconnexions au niveau mondial, mais qu'il peut avoir aussi, que ces crises peuvent avoir aussi des conséquences très directes sur les approvisionnements au niveau des entreprises, et donc mettre vraiment à mal l'existence même de ces entreprises. Enfin, et je pense que on est aussi à une prise de conscience qui est de plus en plus présente, c'est que on ne peut plus penser la compétitivité sans intégrer la notion de durabilité, que ce soit sous pression des clients, mais que ce soit aussi la pression des fournisseurs qui vont aussi demander de plus en plus des comptes à aux entreprises qui font partie de la chaîne. Avec la difficulté pour les PME, a fortiori pour les PME par rapport à des grandes entreprises qui peuvent s'appuyer sur un staff plus conséquent et sans doute plus spécialisé, plus technique. Mais pour les PME, et la taille des PME en Wallonie est quand même relativement petite, ce sont des sujets extrêmement complexes, techniques, qui ne sont pas encore business et pour lesquels elles n'ont pas les ressources, pas le temps et qui ne savent souvent pas comment attaquer ces questions-là. Et donc, il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure sur doit-on aller vers une révolution ou plutôt une politique progressive? Nous, le pli qu'on a pris, en tout cas dans notre approche, c'est plutôt d'avoir une politique des petits pas, la plus concrète possible, mais de façon à, quelque part, convaincre un maximum d'entreprises, de PME singulièrement, de rentrer dans une stratégie de transition bas carbone, finalement, quel que soit l'apport d'entrée par laquelle elles y entrent.
Alors, on est évidemment convaincu que l'économie circulaire, par rapport à l'ensemble de ces enjeux, est un levier extrêmement important pour la résilience des entreprises, au-delà même de la question énergétique, notamment. Mais quelque part, ça reste une approche probablement encore fort théorique et conceptuelle pour les entreprises. Maintenant, nous travaillons dans les messages que nous délivrons aux entreprises sur les 4 piliers retenus par la Wallonie. Donc, c'est de travailler, bien sûr, sur la production et la conception circulaire le plus en amont possible de la chaîne de production. Mais alors, comme l'a dit M. Goens, c'est plus facile de le promouvoir ou de le faire adopter par les entreprises si on part de zéro, si un projet d'entreprise se construit sur cette logique-là. C'est plus compliqué, évidemment, avec une entreprise qui existe, qui a déjà son business model, ses clients, ses fournisseurs et son organisation interne. C'est travailler aussi sur la logistique inversée, donc sur la récupération de produits en fin de vie pour les ramener dans la chaîne de production. C'est travailler, il y a des initiatives en Wallonie qui sont en train de se développer aussi sur la mise en commun, la mutualisation d'équipements, le partage de ressources a été évoqué tout à l'heure aussi, mais aussi ces symbioses industrielles, elles peuvent s'appliquer au modèle énergétique. Le cadre réglementaire évolue aujourd'hui sur les communautés d'énergie. Là aussi, nous devons, comme acteurs publics de l'accompagnement et du financement, pouvoir accompagner aussi ce mouvement de partage finalement d'unités de production, de mutualisation de production d'énergie entre les utilisateurs qui sont compatibles dans ces démarches. Et c'est travailler aussi sur des nouveaux business models que l'on soutient aussi au travers de l'économie de la fonctionnalité. Tous les enjeux, je viens de les évoquer, je ne vais pas les reprendre. Alors, que fait-on, nous, ayant planté un peu ce contexte général, ce que nous faisons concrètement vis-à-vis des PME dans cette transition bas carbone et circulaire depuis 2017 ? Bien, nous travaillons dans la logique de ce que nous avons développé au niveau de la SOALFIN sur Anne, on a repris la main sur tes slides pour pouvoir les présenter en grand écran parce qu'on restait dans cette présentation présentateur. Donc voilà, ne t'inquiète pas, c'est nous qui allons faire avancer les slides. Donc on peut passer au slide suivant, sur nos missions, donc suivant. Donc on travaille sur la chaîne de sensibilisation, accompagnement et financement, comme la SOALFIN globalement dans sa stratégie. Message de sensibilisation, mais voilà, c'est relayer tous les enjeux à la fois de l'économie circulaire, mais au-delà de ça, de la transition bas carbone, notamment sur des thématiques techniques comme les gaz fluorés et les impacts concrets que ça peut avoir pour l'activité des entreprises de ne pas s'en préoccuper. Donc vraiment important d'avoir des messages neutres, mais les plus didactiques possibles vis-à-vis de notre public PME. Travailler sur les actions d'accompagnement, et là on a deux types, pour simplifier, deux types d'acteurs avec lesquels nous travaillons. C'est d'une part le réseau des référents bas carbone, donc ils sont issus de ces acteurs de terrain, notamment CEI que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui sont en prise directe avec les entreprises dans leur zone géographique. Mais c'est aussi ce que nous avons développé, nous, en direct, au travers d'un accompagnement plus collectif, j'en dirai un mot qui s'appelle le PME Green Challenge. Mais c'est aussi, et ça c'est vraiment très important, pouvoir s'articuler avec le secteur privé et pouvoir aussi accompagner finalement un mouvement vertueux de développement d'une expertise privée sur les thématiques de la transition bas carbone et de l'économie circulaire. Et là, il y a des outils, j'en dirai aussi, que les pouvoirs publics mettent à disposition pour inciter finalement les entreprises à passer à l'action. Et puis, pour ne pas perdre de temps et pour finalement encourager les entreprises à passer à l'acte, ce sont les solutions de financement, d'investissement qui, d'une façon générale, peuvent réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et l'inciter à transformer son business model en un business model plus circulaire. Oui. Alors, sur le volet accompagnement, je vais rentrer un peu plus dans les explications et les détails. Oui. Un accompagnement tout d'abord individuel, je l'évoquais tout à l'heure. C'est un réseau de 15 référents bas carbone, 10 ETP, donc qui sont des acteurs locaux, centre CEI, Centre européen d'entreprise et d'innovation. Vous avez la carte ici, donc tout le territoire wallon est couvert.
On y a adjoint aussi 3 fédérations, alors 2 plus thématiques, l'ancienne CCW dans Embuild, qui est le secteur de la construction, le secteur FEVIA, donc de l'agroalimentaire, et puis l'UCM qui s'adresse vraiment aux petites structures de moins de 5 ETP. Et nous travaillons avec ce réseau d'acteurs de première ligne au développement d'outils partagés. On travaille par exemple avec un outil mis à disposition gratuitement des entreprises qui est le diagnostic bas carbone, qui est une espèce d'armoire à tiroir et dans lequel l'entreprise peut, avec le référent bas carbone, ouvrir l'un ou l'autre tiroir en fonction de ses besoins propres. Un des tiroirs est celui d'économie circulaire. Et donc, si on identifie dans le dialogue qu'il y a des pistes à investiguer de ce côté-là, on approfondit cette piste au travers de ce diagnostic gratuit. Oui. On peut passer. Deuxième type d'accompagnement public pour le coup collectif, c'est ce que nous avons lancé en 2022, qui s'appelle le PME Green Challenge et qui consiste en fait à sélectionner une dizaine d'entreprises, 12 précisément en 2022, de secteurs différents pour que le dialogue finalement soit plus ouvert, sans qu'il y ait de questions de concurrence ou finalement de rétention d'informations. Donc, on a travaillé avec différents secteurs, mais qui avaient quand même un minimum de process industriel en interne, une certaine maturité, donc elle devait avoir plus de 3 ans, un certain nombre d'ETP sur payroll. Et ce programme, en fait, il s'articule autour de 4 journées thématiques. On a voulu travailler d'abord sur l'efficience énergétique, parce que pour nous, ça, et a fortiori dans un contexte tel que nous le connaissons, c'est vraiment par là que les entreprises peuvent vraiment accrocher à la démarche. On a travaillé aussi sur les thématiques d'énergie renouvelable, mais aussi les nouveaux modèles qui accompagnent ces changements, comme les communautés d'énergie, comme le stockage, comme la mobilité électrique. Un jour 3 qui a été consacré à tout ce qui est mobilité, bien sûr, mais aussi logistique. C'est comment, du coup, au-delà de l'entreprise même, travailler sur les chaînes d'approvisionnement et aussi étendre finalement la transition bas carbone et circulaire sur ces aspects plus holistiques qui sortent de l'entreprise, et un dernier jour consacré à l'eau et à l'économie circulaire. Les deux étant absolument, je dirais, étroitement liés aussi par ailleurs. C'est un programme qui s'étale sur 3 mois, il est gratuit, et sa force, et on l'a vraiment constaté au niveau des retours des entreprises, c'est que les entreprises, d'abord, passent par un audit, un diagnostic bas carbone gratuit, qui leur donne déjà une situation de positionnement sur ce qu'elles ont déjà fait et sur ce qu'elles, voilà, leur process, leur consommation et autres. Elles sont, au travers de ces 4 journées, en interaction à la fois en groupe avec de l'expertise technique privée, mais peuvent avoir des sessions aussi en one-to-one. Et l'après-midi, on les met aussi en relation avec des fournisseurs de solutions technologiques, de préférence wallons. Et donc, quelque part, elles peuvent à la fois travailler sur leurs besoins propres côté demande, mais aussi s'ouvrir et prendre connaissance de solutions qu'elles peuvent activer, auprès desquelles elles peuvent commander des solutions, disons, de façon à pouvoir aussi leur apporter des solutions les plus concrètes possibles. Et au-delà de ça, il y a évidemment des solutions de financement qui peuvent être mobilisées. C'est un dispositif que nous reproduirons l'année prochaine, et la thématique circulaire sera à nouveau à l'ordre du jour, et dans l'évolution à l'avenir des sujets, on verra aussi si on ne doit pas approfondir ce volet circulaire dans le programme des 4 journées. Oui. Alors, je viens de parler de l'accompagnement public individuel, de l'accompagnement public collectif. Il y a aussi évidemment l'accompagnement privé, notamment qui est soutenu par les chèques énergie, chèques économie circulaire. Oui, on peut avancer avec. Au niveau de l'économie circulaire, un dispositif plus récent qui a été développé en 2019. Alors, il agit sur les 4 piliers d'économie circulaire. Il est à la fois des expertises techniques, mais aussi des expertises économiques, de façon à ce que le projet, on puisse bien vérifier que, OK, techniquement, il tient la route, mais aussi qu'économiquement, il est tout à fait aussi utile pour l'entreprise. Alors, quel est le bilan à fin 2022? Vous verrez qu'en termes de nombre de chèques validés,
une petite quarantaine, c'est relativement restreint, limité par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Maintenant, moi, depuis le début du lancement de ce dispositif, je suis assez convaincue qu'on ne va pas avoir un successful nécessairement avec ces chèques économie circulaire parce que ça reste des thématiques, ça c'est la réalité des PME, même des entreprises de façon générale, qui sont quand même assez conceptuelles, je l'ai dit, un peu théoriques, qu'elles ont du mal à rapporter à leur réalité propre et à leur urgence propre. Mais quelque part, c'est peut-être pas là le plus important. Pour moi, c'est vraiment de travailler sur des bons projets qui soient bien accompagnés, qui soient de dimension aussi industrielle, ou qui permettent des startups, que des startups se construisent sur ces modèles. Et au-delà de ça, c'est aussi l'expertise privée qui finalement se développe autour de ce dispositif et qui pour moi est certainement sur la durée une importante valeur de ce système de chèques. Aujourd'hui, et nous y contribuons, 60 experts ont été labellisés et ce qu'on voit aussi, on les a d'ailleurs réunis la semaine dernière, je pense, pour échanger avec nos référents bas carbone, justement sur les projets rencontrés sur le terrain, les besoins d'échange, d'expertise et de cas de figure, finalement, de retour d'expérience qui est extrêmement important. Et donc, cette soixantaine d'experts labellisés, on voit aussi que il y a à la fois des généralistes, mais il y a de plus en plus des personnes qui veulent se faire labelliser pour des thématiques spécifiques en matière d'économie circulaire. Et ça crée toute la richesse aussi de l'écosystème au bénéfice à la fois de l'économie wallonne, mais plus largement de tout l'écosystème de soutien à la circularité de la Wallonie. Et alors, élément important aussi, et c'est pour ça que je veux insister sur le fait, le caractère évolutif de ce dispositif, c'est que en discussion, suite à une discussion avec le cabinet, on a contribué à élargir les chèques économie circulaire tels qu'ils avaient été construits en 2019 à des prestations aussi en lien avec les analyses de cycle de vie des produits, ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est-à-dire dépasser le seul cadre de l'entreprise, mais de voir un peu ce qui se passe en amont et en aval de cette production. Oui. Alors, au-delà de ces chèques, de cet accompagnement public gratuit, de ces chèques qui peuvent soutenir le recours à de l'expertise privée, on peut mobiliser aussi le financement Easy Green, qui se veut un financement souple, rapide et attractif. Alors pour le coup, ce ne sont pas des primes à l'investissement, c'est vraiment du financement. Mais c'est aussi la vertu, quand on parle d'économie circulaire, de ce type de financement, c'est qu'il est revolving. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été investi dans l'entreprise et qu'il est progressivement remboursé par l'entreprise, il peut être recyclé et soutenir d'autres projets bas carbone, circulaires de PME. Alors, ce sont des caractéristiques, ça n'a pas tellement d'intérêt aujourd'hui, la présentation vous sera partagée, mais simplement, c'est du financement sous forme de prêts subordonnés, donc qui ne nécessite pas de mobiliser des garanties. Ça peut être du capital, le cas échéant, dans des projets plus innovants. Le taux, il se veut attractif aussi, le taux d'intérêt, mais avec une réflexion qui est aussi en lien avec l'impact environnemental de l'investissement. Et donc, on va considérer le caractère impactant de l'investissement que nous finançons sur le volet environnemental, sur le volet circularité notamment, avec une gradation et donc finalement des marges plus faibles si le projet est le plus impactant positivement en termes de réduction des émissions de CO2 ou réduction de l'usage des ressources. On peut financer jusqu'à 1 million d'euros un projet et on peut aussi soutenir jusqu'à 3 millions, à plusieurs reprises une entreprise, jusqu'à 3 millions d'euros. Oui. Oui, je vais passer, c'est aussi, on veut être tout à fait, alors c'est du financement direct, donc on est vraiment sur le terrain auprès des entreprises, on veut être le plus rapide possible, le plus souple possible, et toute la vertu du modèle, c'est de pouvoir, par nos interactions avec les métiers de l'accompagnement et notre métier aussi de financement, c'est de pouvoir à la fois
quand on est dans une phase d'accompagnement, dire à l'entreprise, ben, vous savez, quand vous voudrez passer à l'action en termes d'investissement, sachez qu'il y a des solutions de financement. Mais idem, quand on a un dossier qui arrive en direct pour du financement, on peut dire à l'entreprise, écoutez, c'est bien, mais il y a d'autres choses à faire. Vous avez des besoins manifestement d'accompagnement pour aller plus loin dans vos démarches. Okay, vous avez installé des panneaux photovoltaïques, c'est très bien, mais vous avez un process de production, vous consommez beaucoup d'eau, vous avez des déchets, des matières premières entrantes. Ça mériterait un accompagnement et de réfléchir plus structurellement à ce volet. Ou bien on détecte aussi des entreprises qui sont candidates potentielles pour le PME Green Challenge. Ben voilà, on organise ce lien, on propose à l'entreprise cet accompagnement individuel ou collectif. À elle, évidemment, on ne peut pas l'imposer, mais à elle de saisir la balle au bon. Mais en tout cas, il y a des réponses pour ses besoins. Oui, j'ajoute aussi que de façon générale et dans le cadre de cette NewCo qui va se créer, il y a toute une réflexion au niveau d'abord des métiers du financement sur voilà, un questionnement en amont de l'entreprise avec des formules plus ou moins simplifiées selon la taille de l'entreprise, mais sur des critères ESG. Et donc, au travers de ça, évidemment, le volet E est interrogé, sera interrogé. Alors, à ce stade-ci, on n'en est pas encore à accepter ou refuser un dossier de financement sur base de ce questionnaire, mais il n'est pas exclu que à l'avenir, il y ait ce genre de conditions qui soient mises par rapport au financement. Les banques aussi sont en réflexion par rapport à ça. Alors, quelques exemples de projets d'économie circulaire que l'on a pu soutenir. Voilà, notamment au travers des chèques. C'est 3 exemples ici. C'est d'une part une industrie lourde cimentière. Vous voyez l'image du site à droite. Outil de production de clinker à ciment à l'arrêt. Et grâce à une démarche en plusieurs étapes accompagnée par un expert économie circulaire labellisé et des chèques entreprises en soutien, il y a une série de projets de valorisation à la fois de l'outil, qui est quand même assez exceptionnel en tant que tel, mais aussi de valorisation des sous-produits, des poussières générées dans de nouveaux matériaux qui est en cours d'analyse et qui, nous l'espérons, pourra déboucher sur une nouvelle vie pour ce site industriel. C'est aussi une entreprise active dans l'installation et la maintenance de compresseurs et instruments de mesure, qui a pu être accompagnée aussi sur une démarche circulaire 360 par une référente labellisée économie circulaire qui voilà, peut accompagner en différentes phases cette entreprise. Un autre exemple, c'est l'éco-conception de box cadeaux pour du B2B. Là, on est plus dans un projet, non pas d'entreprise existante, mais plutôt de start-up, qui ne veut valoriser dans ses box cadeaux en B2B que des contenus éco-responsables et circulaires, avec une logique globale sur la chaîne, puisqu'il y a une préoccupation de ce que deviennent aussi ces box en fin de vie. Oui. Alors, c'est un certain nombre les enseignements de cette expérience, c'est que, et ce que je le disais tout à l'heure, c'est que imposer est très compliqué, imposer sans accompagner et imposer en demandant une révolution complète à l'échelle de l'entreprise, qui plus est une PME, c'est compliqué. Monsieur Goens a mis en avant évidemment toute cette approche globale dont il faut tenir compte, qui est la réalité des entreprises. Elle est globale et elle est complexe. Et donc, nous sommes convaincus qu'une politique de conviction, mais aussi finalement de progressivité est probablement la plus efficace vis-à-vis en tout cas de la cible PME, ce qui n'exclut pas que la réglementation ou d'autres incitants comme des marchés publics qui doivent être repensés aussi, tout ça sont des éléments qui vont driver et probablement plus vite que ce qu'on peut imaginer les entreprises dans ces transformations. Mais en tout cas, croire que la révolution va se faire naturellement et par la simple prise de conscience des entreprises, probablement un peu illusoire.
Ce sont des changements profonds aussi à l'échelle d'une entreprise. C'est l'adhésion avant tout de la direction qui doit en faire sa stratégie, mais aussi l'adhésion du personnel. Politique RSE, j'en ai dit un mot. À notre niveau aussi, et plus encore dans la NewCo, nous avons des comptes à rendre et des objectifs très clairs qui nous ont été fixés par le gouvernement en la matière. Et donc, on doit aussi nous changer. On a déjà changé, on n'a pas rien fait, mais on doit repenser nos produits de financement, on doit repenser notre organisation aussi, notre communication vis-à-vis du personnel, ça doit devenir quelque chose qui va de soi aussi dans les choix que l'on pose, en dépassant, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, le cadre classique, l'économie circulaire, ça se résume finalement à du recyclage. Oui. Voilà, en conclusion, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Donc, c'est un levier puissant, il est insuffisamment connu. Nous avons construit un chemin, il est perfectible, il doit être certainement approfondi, il n'est pas, comment dire, il s'inscrit dans la stratégie Circular Wallonia, donc il n'est pas évidemment pas déconnecté. Et nous sommes très contents que lier cette vision globale, à la fois voulue par le gouvernement, mais qui finalement entraîne l'ensemble des acteurs publics et privés dans cette logique, qu'il y ait un conseil aussi qui ait été mis sur pied sur la stratégie d'économie circulaire en Wallonie. Pensons aussi à la stratégie de spécialisation intelligente, la S3, pour laquelle nous sommes aussi partie prenante, où là aussi on est plus dans une logique de développement de technologies de pointe sur la circularité. Donc, ce sont des stratégies ou des changements de cap qui vont dans le bon sens et qui sont ô combien importants, sur lesquels nous venons nous greffer avec notre cible, avec nos outils. Donc, on ne prétend pas aborder tous les sujets, loin s'en faut, mais voilà, on a un rôle par rapport aux entreprises qui est évidemment extrêmement important. Dire aussi que je crois profondément, enfin, nous croyons profondément à la combinaison publique-privée, parce que la stratégie d'économie circulaire, c'est aussi, elle comporte des risques, c'est une stratégie d'innovation à l'échelle d'une entreprise, voire même d'une région. À l'échelle d'une entreprise, c'est équivalent pour moi à une démarche d'innovation, avec tout ce que ça comporte en termes de risques et d'investissement, de risques à plusieurs niveaux d'ailleurs, pas que financiers. Et donc, les outils publics sont là pour réduire ce risque au maximum et inciter finalement le secteur privé à emboîter le pas et finalement accepter aussi d'y aller, à la fois au niveau du développement d'expertise, rassurer les experts privés sur le fait que c'est un business pour eux demain, notamment parce qu'ils seront soutenus avec une politique structurelle, notamment de chèque entreprise, qui va permettre aux entreprises de faire appel à leurs prestations. C'est rassurer le secteur financier, les banques, les fonds d'investissement sur le fait que nous y croyons et que nous mettons des moyens à disposition et que nous sommes là aussi, notamment avec des mécanismes de garantie pour réduire le risque que le secteur privé, le cas échéant, prend dans ces projets d'investissement. Et c'est aussi pour nous, finalement, continuer à développer de l'expertise la plus complète possible par rapport à ces enjeux extrêmement à la fois techniques et évolutifs pour qu'on soit les plus pertinents possibles dans ces réponses à apporter. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble des ingrédients que nous essayons de promouvoir, de développer. La route le chemin n'est certainement pas terminé, il y a énormément de choses encore à faire. Mais voilà, je crois que tous les témoignages aussi d'expériences étrangères, le partage aussi, ce réseau qui a été construit au travers de Circular Wallonia, ce sont des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler. Merci pour votre attention et évidemment à disposition pour répondre aux questions. Désolée pour les petits couacs de présentation. Non, pas de souci, Anne. Merci beaucoup pour cette présentation. Qui nous a permis de mieux comprendre aussi comment la NewCo se réorganise pour offrir des services plus performants pour les entreprises wallonnes et aussi nous avoir montré concrètement comment les différents dispositifs que vous pilotez sont mis en œuvre sur le terrain et peuvent aider les entreprises. Et donc, il y a en effet plusieurs questions qui te sont adressées.
Je vais peut-être prendre la première. L'objectif de la Business Unit Transition énergétique et circulaire est-il uniquement sur l'indicateur carbone ou bien y a-t-il aussi une ambition pour piloter, donc pour avoir un pilotage qui n'est pas basé uniquement sur le carbone, mais aussi sur des indicateurs comme la biodiversité ou l'impact social? Ce qui revient peut-être à l'analyse ESG dont tu parlais à la fin de ton intervention. Alors, effectivement, là pour le volet ESG, c'est clair qu'on y travaille. J'ai encore une réunion hier. On prend aussi, on travaille aussi avec Bruxelles qui a développé un questionnaire. On essaye d'élaborer quelque chose qui soit aussi, qui fasse sens par rapport à ces critères ESG. On sera nous-mêmes soumis à des obligations de reporting vis-à-vis de nos propres politiques et de nos propres investissements. On essaie aussi d'avoir une approche qui soit, les questionnaires à rallonge, il faut aussi que ce soit praticable pour les entreprises. Donc, voilà, on essaie quand même d'avoir une approche la plus pragmatique possible, mais néanmoins, on est engagé dans cette logique. On fera des tests, on fera un groupe test avec une vingtaine d'entreprises au départ pour voir si c'est soutenable pour elles de travailler avec ce type de questionnaire. Je pense qu'on peut affirmer d'ailleurs, je vais parler pour la SOALFIN, mais je pense que c'est vrai pour l'ensemble des outils, et ce sera vrai dans le cas de la NUCO, c'est qu'on n'arrête pas de se réinventer, d'innover dans les produits financiers. Notre histoire, ce n'est que ça. Produits financiers, accompagnement, on a de s'adapter aux besoins des entreprises, mais aussi dans un contexte qui est extrêmement changeant, on le sait, extrêmement challengeant, mais pour qu'on soit le plus possible pertinent vis-à-vis des besoins des PME. Alors, sur le volet biodiversité, aujourd'hui, ce n'est pas un indicateur qui fait partie en tant que tel des critères parce qu'il y a énormément de choses à faire avant ça. Maintenant, on est aussi convaincu que dans une approche à nouveau holistique, il y a des choses à faire sur ce volet-là aussi. Des entreprises y sont sensibles et de plus en plus, alors peut-être plus les grandes, parfois aussi, ne nous en cachons pas, pour des questions de greenwashing. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Moi, je préfère soutenir vraiment une remise à plat d'un process industriel qui va avoir un réel impact qu'une végétalisation de toiture. Je ne veux pas opposer les deux, mais je veux dire, posons-nous la question des impacts aussi. Ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, mais ne passons pas à l'inverse, à côté de l'essentiel. Et on dit, OK, on a végétalisé une toiture, on est OK comme ça. Non, c'est vraiment dans une approche globale que l'on doit voir les choses. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'armoire à tiroirs. Cette armoire, elle va grandir et les tiroirs vont s'ajouter. Et à chaque fois, quand on ouvre ce tiroir, il faut avoir les bonnes questions, les bonnes réponses en termes d'accompagnement pour pouvoir être pertinent. Mais il y a beaucoup, je crois qu'on est tous convaincus, beaucoup de choses encore à développer sur toutes ces thématiques. Oui, je pense que ce qui est important et peut-être qui était aussi derrière la question, c'est qu'évidemment, les propositions qui sont proposées pour réduire l'empreinte carbone et peut-être limiter la consommation de ressources n'aient pas d'effet délétère sur d'autres dimensions du développement durable, comme la biodiversité. C'est évidemment des questions pas faciles. Mais il y a d'autres questions. Alors, juste parce que pour préciser, parce que le propos n'est pas, je veux dire, notre réflexion n'est pas, on a aussi des réflexions sur le bilan carbone et élargir, je parlais de la logistique tout à l'heure, c'est clair, et dans le cas des accords de branche, on élargit le scope aussi. Donc, voilà. C'est clair qu'il faut être, et les panneaux photovoltaïques, on peut aussi se poser la question, les éoliennes, on peut se poser la question. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de réponse simple en la matière. Il faut agir sur certains pans le plus holistiquement possible, mais bon, voilà, il faut avancer concrètement aussi. Il ne faut pas qu'en voulant embrasser trop de choses, on ait les pieds complètement dans la glaise sans pouvoir, finalement, sans avancer. Oui, tout à fait. Je prends une autre question, donc la personne de chez Graines de Malice qui, en tout cas, vous remercie ou te remercie pour la présentation et se demande quel soutien peut obtenir une entreprise dont l'activité et les processus sont déjà bas carbone, ou tout du moins modestement, mais dont l'objectif est de fournir des solutions innovantes et durables aux autres entreprises. Est-ce que là, il y a aussi un appui possible de la SOALFIN? Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai beaucoup axé la présentation sur le volet demande. C'est-à-dire travailler sur la transformation des entreprises existantes, mais il y a aussi tout un volet offre, et donc travailler sur le soutien des solutions technologiques
innovants, bien sûr, pour que finalement ces enjeux soient à la portée des utilisateurs, des entreprises utilisatrices. Et donc, il y a un gros défi, évidemment, c'est que ces enjeux de transition bas carbone et circulaire profitent aussi et avant tout au tissu économique de la Belgique, de notre région. Si on promeut, si on suscite la demande, mais que l'offre, c'est ce qui est le cas finalement dans les éoliennes, finalement l'offre, elle vient en grande partie de l'étranger, parfois très loin. Voilà, donc oui, on est évidemment, et c'est pour ça aussi qu'on est impliqué dans la S3 et qu'on mobilise nos instruments de policy mix, accompagnement, financement, on est vraiment tourné aussi vers le soutien des projets d'innovation dans ces thématiques. Donc, que les personnes de Graines de Malice n'hésitent pas à prendre contact avec nous. J'ai une troisième question à propos des actions de sensibilisation. Quels services ou actions envisagez-vous pour la partie sensibilisation? Alors c'est vrai que ça c'est déjà, voilà, il y a des actions qui se font dans le cadre de Circulaire Wallonia et qui sont en cours pour le moment avec une grande campagne de communication que vous voyez peut-être ou vous entendez peut-être sur les radios ou voyez sur les réseaux sociaux. Est-ce que du côté de l'asso Walfin, il y a d'autres choses qui sont en cours que tu voudrais évoquer, Anne? Oui, alors on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, évidemment. C'est pas très coûteux et c'est très puissant. Mais donc, effectivement, régulièrement, je vous invite à vous abonner à la page de l'asso Walfin. Il y a régulièrement des communications sur les actions, sur les présentations que l'on fait. On est beaucoup sur le terrain, aux quatre coins de la Wallonie, avec un certain nombre de partenaires, mais on essaie d'aller au plus près des entreprises. On organise aussi des événements avec notre réseau des référents bas carbone circulaire. Et évidemment, et je pense qu'on a encore fait une communication récemment sur les chèques économie circulaire notamment, qui sont pour nous un outil utile aussi pour les entreprises. Et on est en lien avec la stratégie Circulaire Wallonia. Donc, enfin voilà, je pense sur ce volet-là, on est pas mal présent. Oui, je pense qu'avec essentiellement sur les réseaux sociaux, oui. Oui. Et en présence sur le terrain, je vais dire. Oui, l'ensemble des partenaires de Circulaire Wallonia, je pense, fait depuis un an de gros efforts de communication et de sensibilisation, aussi au travers de la quinzaine de l'économie circulaire qui a eu lieu au mois de juin et qui sera reprogrammée au printemps de 2023. Mais voilà, il y a pas mal d'autres questions. Je vais peut-être m'adresser cette fois à Thomas. Je reviendrai peut-être avec une question pour Anne un peu plus tard. Alors Thomas, il y a pas mal de questions, je dirais, sur la notion de besoin, pour voilà, comment faire finalement pour revenir vraiment en amont et re-questionner le besoin avant de finalement offrir un produit ou un service qui va évidemment engendrer une certaine consommation de ressources, mais peut-être comment peut-on faire pour re-questionner plus fondamentalement le besoin dans nos sociétés. Et j'en prends une autre question aussi qui peut être un peu liée. Au-delà de la croissance économique, l'économie circulaire est-elle réellement soluble dans un néolibéralisme mondialisé? Ou bien imposera-t-elle inévitablement une relocalisation de multiples facteurs de production pour répondre aux critères de durabilité qu'elle sous-tend? Et donc là, c'est plutôt la question de la relocalisation, mais qui pourrait alors amener finalement une consommation de matière et des émissions plus dans nos pays, alors que pour le moment, évidemment, on les externalise et souvent, on ne les compte pas dans nos bilans carbone ou dans nos bilans de matière. Voilà, donc peut-être ces deux questions, est-ce que tu peux apporter un éclairage? Oui, merci pour ces questions. Alors, en ce qui concerne le besoin, oui, alors ça c'est évidemment au cœur, je pense, de l'économie circulaire. Le premier principe, donc si on fonctionne avec cette hiérarchie de stratégie, c'est de faire avec ce qu'on a déjà. Et donc, pour moi, l'économie circulaire, c'est prendre soin, en fait, prendre soin de ce qu'il y a, le care en anglais. Donc, en encourageant, par exemple, la réutilisation, la réparation locale
des produits, mais aussi en maintenant les infrastructures existantes, en investissant dans leur réparation, etc., pour les maintenir le plus longtemps possible et donc éviter de créer des nouveaux besoins en termes de matière et d'énergie. Et donc, ça implique aussi, dans une certaine mesure, de remettre en question nos besoins. Donc, est-ce que, par exemple, on a besoin de manger autant de viande que ce qu'on le fait maintenant dans les pays riches? Est-ce qu'on doit encourager la publicité dans les espaces publics? Hein, il y a plusieurs villes de par le monde qui ont déjà restreint l'espace publicitaire dans leur espace public. Sao Paulo, par exemple, a fait dès 2007. Donc, toutes ces mesures sont assez faciles à mettre en place. Il y a eu tout un débat en France sur la réduction des vitesses maximales sur les autoroutes. C'est aussi, tiens, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on doit rouler si vite? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre solution en termes de mobilité pour... Donc voilà, toutes ces questions-là interrogent nos besoins en matériaux, en énergie, et ça doit être au cœur de l'économie circulaire. Et la deuxième question, elle est plutôt sur la relocalisation, ou en tout cas sur l'échelle géographique. Je pense qu'une certaine relocalisation va être souhaitable, des activités économiques, j'entends, va être souhaitable et va être dans une certaine mesure inévitable. Parce que on se dirige vers un monde où l'énergie fossile ne va plus être aussi abondante que ce qu'on avait connu dans le passé. Donc, le transport pas cher c'est évidemment permis par les énergies fossiles. Donc là, il va y avoir un certain phénomène de relocalisation des activités sociales et économiques. Et c'est assez souhaitable d'un point de vue écologique, puisque ça fait baisser l'usage énergétique lié au transport de marchandises, notamment. Mais c'est aussi souhaitable d'un point de vue de régulation sociale et pour faire marcher les mécanismes de réputation. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour un patron, pour un actionnaire d'une multinationale, par exemple, d'assumer des salaires très faibles ou une production extrêmement polluante si elle est localisée à l'autre bout de la planète. Donc la proximité sociale est aussi un avantage des circuits courts, de l'activité locale. Et évidemment, les PME et l'action de la Sowalfin vont être extrêmement pertinents dans ce cadre, dans ce contexte. Merci beaucoup. J'ai encore une question pour Anne. Parmi les outils de la NewCo, comment est-il prévu d'assurer les synergies entre les business units politique industrielle et économie circulaire? Cela semble nécessaire car l'industrie circulaire est non seulement un modèle économiquement pérenne, mais surtout doit être adapté aux problèmes opérationnels actuels en termes, par exemple, de volatilité des matières premières et de raréfaction des ressources. Effectivement, c'est une très très bonne question et ce sont des questions évidemment sur lesquelles nous sommes attentifs et donc je pense que c'est une force aussi pour l'ensemble de la NewCo et pour les business units de pouvoir s'appuyer sur une business unit transition énergétique et circulaire, c'est-à-dire que un investment manager, donc une personne qui par exemple prend une participation au nom de la NewCo, prend une participation dans une entreprise industrielle et constate qu'il y a des besoins d'adaptation, qu'il faut travailler sur l'un ou l'autre axe de la transition bas carbone ou de la transition circulaire, va pouvoir se faire le relais des services qui existent et de l'expertise qui existe en interne, voire en concertation avec cette business unit transition énergétique et circulaire, faire appel à l'expertise privée avec laquelle nous allons travailler, enfin nous travaillerons encore plus demain
pour apporter des solutions à ces entreprises participées, fussent-elles logées dans la business unit industrielle. Donc, l'objectif est vraiment de jouer sur les interactions entre business units selon les besoins aussi. Donc, on sera, dans cette business unit que j'aurai la chance de diriger avec Olivier Bouchat, on sera finalement probablement un des moteurs pour l'ensemble de la NewCo, quels que soient les business units, un des moteurs de ces transformations. En tout cas, c'est ce à quoi nous travaillerons. J'espère qu'on sera à la hauteur de ces ambitions. C'est un beau défi. Oui, un beau défi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Grand merci, un tout grand merci Anne et Thomas pour vos interventions et présentations très éclairantes. J'en retiens quelques points. Les derniers mots que tu as utilisés, Thomas, autour du care. Voilà, prendre soin des ressources, prendre soin des ressources naturelles et humaines qui sont autour de nous. C'est aussi ce qui rejoint le travail en cours à la Commission européenne sur le devoir de vigilance qui va devenir voilà, une obligation pour toutes les entreprises. Donc je pense que c'était important de le mentionner, d'avoir ce regard au sein des entreprises. La gestion du changement aussi, voilà, on voit qu'il y a véritablement une transformation, parfois plus difficile évidemment pour les entreprises qui sont déjà installées depuis un moment et où la transformation se fait plus progressivement que pour les startups qui directement mettent en place un nouveau business model plus circulaire dès le départ. Et finalement, l'élément accélérateur, la situation actuelle de crise, évidemment, est évidemment un élément moteur pour le changement dans les entreprises avec l'augmentation du prix de l'énergie et des matières premières. Et là, vous l'avez entendu, je pense que la Sowalfin et prochainement NewCo sont à la disposition des entreprises pour les aider, vous aider dans les démarches que vous souhaitez entreprendre pour être plus résilient et acteur de cette transition en économie circulaire en Wallonie. Voilà, un tout grand merci donc aux orateurs. Merci à tous les participants. J'espère que vous sortez enrichis après ces deux interventions. Merci aussi à tous les organisateurs de la direction de la politique économique, la direction du développement durable et nos collègues du digital pour nous avoir permis de mettre au point cette séance. Nous vous donnons rendez-vous fin du prochain trimestre, ou du premier trimestre 2023 pour les prochaines rencontres de l'économie circulaire que nous espérons organiser autour des questions de la réglementation, voilà, qui changent beaucoup et qui sont un cap important aussi à connaître pour les entreprises. Voilà, nous vous reviendrons plus précisément début 2023 avec le sujet précis de cette rencontre. Un tout grand merci, bonne journée, froide mais ensoleillée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.